Première dame, Dr Simone Eibé Gbagbo, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats et des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les responsables du mouvement des générations capables, chers camarades de la diaspora, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je voudrais, en ma qualité de président de la commission scientifique et au nom des membres de cette commission, vous saluer pour votre présence distinguée à l'ouverture de l'Assemblée générale du MGC qui se réunit en session extraordinaire et surtout pour l'occasion que vous nous donnez de partager avec vous quelques pistes de réflexion relatives au thème central de cette Assemblée générale extraordinaire. Ce thème, vous le savez déjà, puisque vous avez certainement le programme de ces 2 journées, est libellé comme suit. Génération en mouvement, engagement et transformation qualitative de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, chers camarades délégués, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'adresser mes salutations et mes félicitations aux membres de la commission scientifique pour le travail que nous accomplissons ensemble sous la direction des responsables du comité d'organisation. Chers camarades membres de la commission scientifique, je suis heureux et très admiratif de votre contribution, individuellement et collectivement. Je suis heureux et très admiratif de l'ambiance qui règne au sein de notre commission. Je voudrais vous dire mon admiration et ma gratitude pour ce travail qui n'est pas achevé, mais que nous allons terminer ensemble dans la même ambiance. Merci, chers camarades. Mesdames et Messieurs, ce thème choisi pour la circonstance est constitué de mots ou de groupes de mots clés qu'il faut nécessairement clarifier pour sa bonne compréhension, car ces mots ou groupes de mots clés ont une charge historique, philosophique, idéologique et politique féconde de sens. Ces mots et groupes de mots sont 1. Génération en mouvement, 2. Engagement et 3. Transformation qualitative. Mesdames et Messieurs, chers camarades, l'un des enjeux cruciaux de ce thème central consiste à recycler et à actualiser ces concepts puissants qui ont naguère alimenté de grands débats, voire des controverses retentissantes au sein des universités et des agoras politiques. Pour moi, il ne s'agira pas de chercher forcément à satisfaire cette attente intellectuelle légitime, surtout que ma communication est présentée comme étant un discours inaugural. L'essentiel ce matin est de réussir de manière pragmatique à simplifier ces mots ou groupes de mots à forte charge idéologique pour en faire des outils conceptuels opératoires au service d'une remobilisation générale des forces vives
de notre nation en devenir. Par conséquent, après avoir clarifié ces concepts clés dans un premier temps, j'expliquerai dans un deuxième temps pourquoi et comment les générations se mettent en mouvement. Enfin, dans un troisième temps, j'exposerai les défis à relever pour réussir le changement qualitatif de la Côte d'Ivoire qui motive la dynamique de mobilisation du MGC en cours dans le pays. La première partie donc de cet exposé s'intitule « Définition des mots et groupes de mots-clés ». Que signifie génération et génération en mouvement, engagement et transformation qualitative? Chers camarades, membres de la commission scientifique, en choisissant le thème central, nous avions insisté pour que le mot génération soit écrit au pluriel. Mais pendant que je travaillais sur ma communication, au moment de définir les mots et groupes de mots-clés qui structurent ce thème, j'ai été obligé de l'écrire au singulier parce que la définition que j'ai voulu lui donner me l'a imposée. Toutefois, vous verrez qu'au singulier, du point de vue de l'orientation qui lui est contextuellement donnée, il me paraît plus riche. Le mot génération doit être compris au sens le plus large possible. Génération sans S. Il est le produit de plusieurs entités générationnelles. De ce point de vue, le mot génération au singulier renvoie à un ensemble, mieux, à une famille de générations. Il est englobant et intègre diverses entités. Une génération est donc un ensemble de femmes et d'hommes, de jeunes, d'adultes, de seniors, ayant ou non la même filiation, appartenant à des tranches et classes d'âge identiques ou différentes, regroupés ou non en communautés politiques, culturelles, économiques, sociales et religieuses. Le plus important est que cet ensemble composite soit constitué de personnes rassemblées par une volonté commune de construire une force de rupture avec la société de violence et de misère dans laquelle nous vivons actuellement. Cela signifie que ces jeunes, adultes et seniors, sont d'accord pour se serrer les coudes, s'unir comme un seul homme et pour relever collectivement tous les défis afin de bâtir un autre monde, un monde humain, un monde plus humain. Cet ensemble que j'appelle ainsi génération est en mouvement lorsque ses composants se mettent en action, interagissent pour créer en définitive une dynamique de mobilisation qui rend possible la transformation qualitative de la Côte d'Ivoire tant souhaitée. Je définis à présent engagement et transformation qualitative. L'engagement, pour moi, est la ferme décision que l'on prend d'agir ou de ne pas agir, dans un sens comme dans l'autre, pour ou contre une cause. Cette décision est de nature à imposer à celui qui la prend une contrainte morale vis-à-vis de sa conscience et vis-à-vis de celle ou de ceux avec qui ou au bénéfice de qui l'on s'engage. Quant à la transformation qualitative, elle s'appréhende comme étant un changement positif, c'est-à-dire visible, palpable, de grandeur, de grande valeur. Un changement dont le résultat est l'établissement d'un ordre nouveau, né de la rupture avec un ordre ancien. Par exemple, au MGC, nous travaillons à obtenir une transformation qualitative des personnes et de la société. C'est dire que le citoyen ivoirien nouveau, que nous appelons de tous nos peuples, doit être le résultat de cette transformation par laquelle il se débarrasse des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, on pourrait dire anciens, ceux-là. Il s'agit d'une nouvelle naissance qui ne peut se faire que par des efforts importants, quelquefois même par des déchirements intérieurs, par des tensions, par des conflits ouverts ou intérieurs. La transformation qualitative signifie que l'on quitte un état A pour
pour arriver à un autre état B, que l'on abandonne une société A pour une autre société B. Somme toute, le MGC est une famille politique qui rassemble plusieurs entités générationnelles fortes et soudées, engagées à œuvrer ensemble pour réaliser le changement qualitatif dont la finalité, mesdames et messieurs, est l'avènement d'une société ivoirienne nouvelle. Telle est la première partie qui consistait à définir les concepts. En deuxième partie, j'aborderai les fondements majeurs de la transformation qualitative de la Côte d'Ivoire. L'impérieuse nécessité de transformer qualitativement la Côte d'Ivoire se justifie par deux raisons majeures. La première, exogène à notre pays, extérieure à notre pays, concerne les crises multiformes du développement. La deuxième raison qui, elle, est interne, endogène donc à la Côte d'Ivoire, porte sur l'économisme et la crise endémique en Côte d'Ivoire. J'aborde donc les premiers éléments qui justifient que nous éprouvions le besoin de transformer qualitativement cette société. 1. Les crises multiformes du développement. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les crises multiformes du développement s'expliquent essentiellement par deux catégories de facteurs. Il s'agit d'une part de la pression conjuguée de l'occidentalisation et de la mondialisation, et d'autre part de leur impact sur la Côte d'Ivoire. Pression conjuguée de l'occidentalisation et de la globalisation. Le concept de développement devrait en principe avoir une dimension universelle, dans la mesure où tous aspirent au développement, synonyme de bonheur. Cependant, ce concept est devenu un mot valise qui traduit sans discernement les fruits du progrès techno-économique. En Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, le développement se définit depuis les années 1960 par une occidentalisation généralisée et aujourd'hui par la globalisation des modes de pensée et de vie. En le rattachant à ces deux phénomènes, l'on perçoit clairement que ce concept n'est pas sans poser quelques problèmes de fond. D'abord, il a permis de répandre partout la prospérité matérielle, le confort selon le modèle de vie occidental. Or, la forme occidentale du développement s'actualise dans le contexte de la globalisation néolibérale. Cette forme de globalisation, qu'il ne faut pas confondre avec la mondialisation, est entendue comme la totalité des activités à l'intérieur du système néolibéral. Elle est caractérisée par l'économie de marché. Ce développement qui s'assimile en réalité au sous-développement se traduit concrètement par les privatisations des services publics de base et des entreprises d'État, la prééminence des activités privées, des investissements spéculatifs internationaux. Cette approche du développement s'inscrit dans le champ global de ce qu'un collègue grammairien linguiste que j'aime bien, qui s'appelle François Rastier, identifie comme étant, et je le cite, l'idéologie managériale. Et il va nous définir l'idéologie managériale. Il écrit ceci: l'idéologie managériale est une conception générale de l'univers social, aux objectifs exclusivement économiques, basée sur le profit maximal à court terme, et dont les méthodes administratives, calquées sur celles des grandes entreprises, sont employées à la manière coercitive de ce que l'on appelle le soft power. Fin de citation. Le développement qui rime ainsi avec une occidentalisation et une globalisation systémique des comportements conduit à une industrialisation du social, c'est-à-dire au résultat d'une gouvernance administrative de la société sur le modèle de l'industrie. Il n'a alors qu'un seul centre nerveux, l'économie, l'augmentation de la productivité, le profit maximal. Sous cet angle-là, le développement est intimement lié à la croissance qui dialectiquement lui sert de moteur. De ce point de vue, ce modèle univoque de développement est porteur des maux engendrés, mots MAUX, engendrés par la dictature de l'ultralibéralisme planétaire
dont les mots MAUX sont la surconsommation et la recherche de besoins sans cesse renouvelés, la destruction des solidarités traditionnelles, l'individualisme et les discriminations sociales avec une minorité de plus en plus riche face à une majorité de plus en plus pauvre, la corruption au sein de l'administration étatique et des sociétés privées, le risque d'insécurité permanente dans une société de plus en plus violente, l'accroissement des cercles mafieux et de la criminalité transfrontalière, la misère galopante à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, chers camarades délégués, ce type de développement que l'on continue de prôner dans de nombreux pays et en Côte d'Ivoire n'est pas éthique et viable. Par ailleurs, la conception technico-économique du développement, indice de croissance, revenus, prospérité, statistiques, PIB, PNB, des choses que vous entendez tout le temps à la télévision, cette conception du développement lui fait perdre l'essentiel, c'est-à-dire l'humain. Ainsi, des activités aussi importantes telles que l'entretien au quotidien du cadre familial, l'éducation des enfants, le soutien par solidarité aux personnes âgées, les productions domestiques de subsistance, l'entretien des espaces communautaires, l'assistance quotidienne à autrui, des valeurs non marchandes et non calculables, telles que donner la joie, donner de l'amour, de la confiance, du rire, du partage, de la considération et de la dignité, etc. Ces valeurs-là non marchandes ne sont nullement prises en compte. Qu'adviendrait-il du développement humain, de la vie humaine tout court, sans ces services non monnayables et gratifiants? Enfin, le réveil écologique de ces dernières années, au plus haut niveau des États, montre bien que le développement actuel est un danger pour l'existence humaine, tant il compromet la stabilité de la nature et donc la survie de l'homme. L'industrie pollue depuis des siècles la planète. L'exploitation à grande échelle du pétrole et du charbon endommage de plus en plus la biosphère. Il s'ensuit que le versant occidental du développement qui sert de patron à la plupart des pays du monde procure un bonheur limité, éphémère. Son côté positif, c'est-à-dire consommation de produits modernes qui améliorent les conditions de vie, émergence d'une classe moyenne, etc. Ce côté positif-là ne doit pas cacher les dangers certains qu'il fait courir à l'espèce humaine. Il est donc impérieux de porter sur ce modèle occidental du développement un regard critique pour proposer d'autres formes de développement adaptées à chaque pays. Il faut affirmer le postulat de la rupture avec le modèle occidental comme archétype universel pour la planète. À partir du moment où il est clairement constaté que le capitalisme financier est déconnecté de l'économie réelle et ne sert que les intérêts exclusifs des spéculateurs, les mécanismes du développement occidental et mondialisé paraissent désuets. Nous verrons en deuxième sous-point les conséquences de ce modèle de développement sur notre pays. C'est là où je parle d'économisme et de crise endémique. Chers camarades, en 1960, au moment où la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance politique, une espèce d'arrangement excluant la moindre forme de souveraineté au pays, le développement qui s'assimile à l'économisme, selon le modèle occidental, est la référence absolue. Les besoins en infrastructures routières et industrielles, le productivisme sont les maîtres mots d'une prospérité nécessaire, apparue comme l'objectif et la finalité des dirigeants de ce jeune pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui se voulait fils aîné de la France dans cette partie du monde. 20 années plus tard, cette vision étriquée du développement a montré ses limites. Suite à des bouleversements de l'ordre économico-financier au plan mondial, la Côte d'Ivoire va connaître une crise sans précédent. Les causes de cette crise, essentiellement économique au départ, sont multiples et connexes. Elles relèvent à la fois des effets du double choc pétrolier de 1975 et 1978, de l'instabilité du système monétaire international, de la saturation des marchés, dont l'un des corollaires est la détérioration des termes de l'échange des matières premières, notamment du binôme café-cacao.
Les conséquences sont aussi graves que nombreuses. Le ralentissement drastique de la croissance économique, le déficit des finances publiques, l'endettement excessif du pays. Par ailleurs, la période de grande sécheresse survenue entre 1982 et 1983 a entraîné une baisse considérable de la production des matières premières et de l'énergie électrique. Les mesures d'ajustement structurel mises en application sous pression du Fonds monétaire international n'ont pas permis de juguler cette dette publique et les crises économiques et financières. Elles ont plutôt contribué à aggraver ces crises multiformes qui, comme une série de cancers déchaînés dans le corps de la Côte d'Ivoire, se sont métastasés pour engendrer les conflits sociaux, militaro-politiques durant les années 90. L'alternance démocratique de 2000, le gouvernement d'ouverture et le Forum pour la réconciliation nationale qui en ont découlé n'ont pas empêché la survenue de la rébellion de septembre 2002. Cette rébellion a été l'expression phénoménologique de l'extrême gravité de la crise et de ses termes antagoniques. Elle a été une guerre hors norme, aux conséquences inouïes connues de tous. Aujourd'hui, malgré l'accalmie précaire qui règne, les préjudices et les traumatismes sont encore énormes. Les victimes connues ou non sont très nombreuses. Elles sont de tous les camps et de toutes les conditions. La Côte d'Ivoire reste profondément divisée et la fracture sociopolitique correspond à la cartographie des résultats de l'élection présidentielle de 2010. Il s'ensuit que ces graves conséquences politiques, économiques et sociales hypothèquent tous les efforts de restauration et de reconstruction. Et le seul versant ultra-économique du développement que l'on brandit à coups de communication n'arrive pas à cacher la réalité de la crise. Elle est endémique et multidimensionnelle et a plusieurs visages que sont pauvreté et chômage, crise de l'éducation, analphabétisme et ignorance, crise de la propriété foncière et du développement rural, crise de l'immigration, crise de la citoyenneté et de l'identité nationale, crise de la démocratie, crise de la souveraineté nationale. En somme, une crise généralisée du développement. Mesdames et messieurs, chers camarades, face à cette situation difficile du pays, le MGC se propose de créer une synergie intergénérationnelle pour transformer qualitativement la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour sauver ce pays des crises multiformes qui le rongent et qui menacent sérieusement son devenir. Quels sont donc les défis majeurs à relever pour y parvenir? J'aborde enfin la troisième partie que j'intitule « Défis majeurs de la transformation qualitative de la Côte d'Ivoire ». Le MGC arrivera à ses fins s'il parvient à relever plusieurs défis majeurs, dont deux seront développés ici. Je veux parler de la réévaluation de certains concepts piégés que sont celui du sous-développement et de la pauvreté. Je veux parler de l'action à mener pour un développement global et harmonieux de la Côte d'Ivoire. Le premier sous-point de cette troisième partie s'intitule donc « Réévaluer les concepts piégés du sous-développement et de la pauvreté ». Chers camarades, nous avons fini par accepter l'idée que la Côte d'Ivoire est un pays sous-développé et pauvre. Nous sommes posés sérieusement la question de savoir quelles sont les officines qui produisent ces mots certifiés, qui nous définissent en tant que pays, qui a déterminé les critères de développement, de sous-développement et de pauvreté. Est-ce la classe intellectuelle africaine? Est-ce la classe politique ivoirienne? Qui établit sous-développé? Qui établit-on sous-développé et pauvre? Et pourtant, nous répétons partout que nos pays sont sous-développés et pauvres. Chers camarades, regardez bien la Côte d'Ivoire. Est-elle pauvre? Naturellement, je réponds comme vous, non. Est-elle condamnée à subir les crises que j'ai évoquées? Non. Je réponds comme vous, non.
Chers camarades, messieurs, dames, la Côte d'Ivoire, notre pays, je l'affirme ici, est un pays très riche, dont les ressortissants sont majoritairement pauvres. Mais cette pauvreté réside d'abord et avant tout dans l'obscurantisme. Faute de connaître leur pays, faute d'apprendre à connaître ces richesses qui foisonnent, les Ivoiriens se sont convaincus d'être pauvres. Eh bien, pour réussir la transformation qualitative de ce pays, il faudra apprendre à le redécouvrir dans tous ses produits, sur et sous terre, sur et sous mer, etc. Il faudra pour cela beaucoup, encore et toujours, de la formation. Et le MGC entend contribuer à relever ce défi. Le deuxième défi majeur qu'il faudra relever est celui que j'intitule comme suit « Agir pour un développement global et harmonieux ». Ce défi revient à sortir le pays des schémas caducs du développement ultralibéral prôné actuellement par le régime RHDP au pouvoir. Ce développement qui se résume aux grandes infrastructures, bitumes, ponts, échangeurs, stades, gratte-ciel, lumière, etc., est certes utile, mais il ne suffit pas à apporter aux Ivoiriens le bonheur qu'ils sont en droit d'attendre. Il est donc urgent de proposer une autre alternative, celle d'un modèle de développement global et harmonieux, endogène au pays. Ce modèle de développement global et harmonieux de la Côte d'Ivoire est fondamentalement centré sur l'humain. Il se pense de l'intérieur et contre les dérives de la globalisation ultralibérale dont les pesanteurs économiques et financières entraînent inéluctablement la déchéance des valeurs sociétales. Il s'agit d'un développement qui concilie le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Ce modèle de développement global et harmonieux nécessite que l'on réforme en profondeur les secteurs de la santé, de l'éducation, formation et de la recherche. Il nécessite d'assurer l'autonomie et la qualité alimentaire, l'hygiène écologique, la reconquête d'une agriculture vivrière saine. Il nécessite de renouveler l'alimentation de proximité, les artisanats et les commerces de proximité, le marché périurbain. Il nécessite de réformer le secteur des transports et du tourisme. Il nécessite de développer l'industrie artistique et touristique ivoirienne. Cela devrait permettre, on pourrait en citer d'autres occurrences, mais je vais m'arrêter là. Cela devrait permettre de créer des activités génératrices de revenus dans des zones non urbaines à partir des ressources qui leur sont propres. D'une part, la revitalisation des villages et des villes de l'intérieur du pays va de pair avec l'implémentation d'une culture de la citoyenneté nécessaire à la démocratie participative locale et régionale. D'autre part, elle suppose la mise en place de coopératives et d'associations où règne la convivialité et la solidarité entre les générations. Il convient de les renforcer là où elles existent déjà et d'en créer là où elles n'existent pas encore. Dans les villes, il faudra mettre l'accent sur les activités du secteur dit informel. D'ailleurs, ce vocable informel ne me paraît pas approprié, puisque ce secteur, messieurs, dames, chers délégués, représente l'économie réelle du pays. Il convient simplement de recenser ces entreprises embryonnaires, de mettre en confiance les personnes qui les animent, de les organiser en finançant quelques-unes à travers des projets pilotes. Un suivi soutenu permettra de faire grandir ces entreprises pour qu'elles deviennent progressivement des lieux d'apprentissage des jeunes diplômés sortant des centres et instituts de formation et à la longue des cadres d'insertion de ces jeunes dans la vie active. Au total, plusieurs défis sont à relever pour transformer qualitativement la Côte d'Ivoire. Nous n'avons mis en relief que deux d'entre eux qui nous paraissent essentiels. Il s'agit de passer au peigne fin l'appareil terminologique qui nous vient des penseurs occidentaux pour ne retenir que les mots qui participent de notre émancipation mentale, culturelle, sociale, politique et économique. Il nous appartient,
d'inventer nos propres concepts et de les rendre opératoires. Aussi est-il nécessaire de proposer une alternative au développement de type ultralibéral qui corrompt la dignité humaine en agissant pour un développement intégré, global et harmonieux de la Côte d'Ivoire. En conclusion, messieurs, dames, chers invités, chers camarades, la Côte d'Ivoire, transformée qualitativement, s'appréhende par l'urgence d'une édification de la nation ivoirienne, produit d'un brassage des spécificités culturelles des populations du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du centre de la Côte d'Ivoire. Elle est donc riche de cette diversité féconde qui la singularise. Cette Côte d'Ivoire nouvelle aspire à l'idéal démocratique. Elle sera le produit d'un système d'activités multisectorielles centré exclusivement sur l'humain. Elle doit être un chef-d'œuvre collectif pour le bien-être de tous. Ensemble, messieurs, dames, chers invités, générations de toutes formes, nous sommes capables. Je vous remercie pour votre attention.